Direct Marché, la suite, on a notre deuxième invité de cette matinale, c'est Michel Audebent. Bonjour Michel. Bonjour. Oui. Michel, spécialiste des émergents. Vous allez nous parler tout à l'heure de votre fonds GEM Equity. Chez GEM Asset, on est spécialiste, je le disais, de ce monde des émergents qui n'en finit plus on va pas décollecter, mais en tout cas de faire peur aux investisseurs. Ouais. Est-ce que justement, Michel, on a évidemment la Fed la semaine prochaine, le 16 décembre, qui va peut-être enfin normalement relever ses taux, est-ce que ce n'est pas le coup d'envoi, le kick-off pour revenir enfin sur les émergents? Ça pourrait. En tout cas, historiquement, c'est ce qui s'est passé. Quand on regarde ces 15-20 dernières années, classiquement, avant la baisse des taux, les marchés sont plutôt déprimés. Et puis, parfois, il y a une petite correction au moment de la baisse, et derrière, les marchés repartent. Il y a une exception à cela, c'était 94, où en 94, on a connu une forte baisse après la hausse des taux américains. On pense qu'on est dans une situation totalement différente aujourd'hui. En 94, les émergents étaient très hauts. Aujourd'hui, ils sont plutôt très bas, donc on ne peut pas parler de surévaluation. Vous le disiez tout à l'heure, il y a eu beaucoup de rachats. Et puis en 94, la hausse des taux avait été très surprise. Et très forte également, hein. Le rythme était très différent. Alors soutenu et surprise, les deux, mais en effet très forte aussi. Là aujourd'hui, on ne parle pas de 50 centimes, on parle plutôt entre 1 huitième et 3 huitièmes, mettons peut-être un quart, donc moins forte et surtout plutôt très bien anticipé. Donc on pense qu'on est dans les autres scénarios. Les autres scénarios, c'est en général, en effet, à quelques jours près, ça correspond avec le moment à partir duquel il faut investir sur les émergents. Pourquoi? Parce que la hausse des taux, ça veut dire normalement que l'économie américaine va un petit peu mieux. Et quand l'économie américaine va un petit peu mieux, c'est bon pour les émergents. Le client américain a été le grand absent pour les pays émergents ces dernières années. Donc s'il revient sur le marché, c'est la bonne nouvelle. Donc America is back, donc peut-être les pays émergents vont revenir. Alors les pays émergents, il y avait un acronyme célèbre créé par Goldman Sachs, les BRIC ou les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que les situations de ces émergents sont très contrastées. Ça n'a rien à voir, le Brésil, la Russie, l'Inde, Chine, c'est des problématiques totalement différentes. Quels sont les émergents qui vont en profiter le plus, le mieux, le plus vite? Alors dans les BRIC, c'est surtout le HIC, hein, le HIC qui reste. L'Inde est le pays pour lequel la vision macro est la plus simple. Hein. On s'attend à peu près à 7,4 de croissance quand même cette année, qui devrait encore accélérer. On pense atteindre les 8%, progressivement 7,9, puis 8% en 2017, donc des croissances supérieures à 7%, des croissances très élevées et plutôt en accélération. Même avec le rythme de réforme actuel, que d'aucuns jugent un petit peu lent, qui avance quand même, sur une accélération des réformes, on pourrait même avoir des bonnes nouvelles. La Chine, globalement, c'est un pays qui n'est pas tout à fait facile à comprendre, surtout si on veut le regarder avec nos lunettes occidentales. On n'y comprend rien, ça donne ce qui s'est passé cet été, où il y a eu deux incompréhensions majeures. La première, c'est sur la devise, où le marché a voulu croire que la Chine faisait la dévaluation compétitive. C'est une incompréhension totale de la stratégie chinoise. La raison de la stratégie chinoise, on l'a vu la semaine dernière, lorsque le FMI a accepté le yuan dans les droits de tirage spéciaux, dans les devises de réserve du FMI, ce qui était l'objectif de la Chine. C'était d'intégrer ce fameux panier de DTS. Voilà, c'est leur objectif. Et je vous rappelle que les révisions, alors il peut y avoir quelques exceptions, mais les révisions classiques sont tous les 5 ans, que c'était fin novembre, et que un petit peu avant l'été, Christine Lagarde, enfin le FMI dans la bouche de Christine Lagarde, a expliqué aux Chinois que globalement, elle avait plusieurs critères, que la Chine les satisfaisait à peu près, en particulier par dans les échanges mondiaux, etc. Par contre, que la relative liberté de flotation de la devise n'était pas du tout respectée, qu'elle ne demandait pas à la Chine d'être totalement, enfin au renminbi, au yuan, d'être totalement convertible pour être inclus dans les DTS, mais enfin quand même il fallait faire un petit effort. Donc il savait que la décision était fin novembre, il savait qu'il fallait montrer des signes avant début septembre à peu près, pour qu'il y ait 1 ou 2 mois pour que ça puisse se mettre en place, donc ils avaient l'été. Le timing était peut-être pas bon, la communication était très mauvaise, mais c'est ça, ils ont juste fait ça, ils ont juste ouvert les bandes de fluctuation pour montrer au FMI, vous voyez, on essaie de faire un peu ce qu'on peut. Le FMI d'ailleurs sur le moment a salué, et soyons très clairs, dans les années à venir, cela va continuer, donc on va aller progressivement. Alors, ils auront moins de pression maintenant, peut-être qu'ils le feront avec un timing un peu meilleur, mais on va aller progressivement vers une ouverture de ces bandes de fluctuation. Ce n'est pas du tout de la dévaluation compétitive. Je rappelle que le renminbi a quasiment tout repris depuis, que les 3% de baisse à l'époque, c'était à peine, ça compensait à peine la hausse du mois de juin-juillet, donc on est très loin de dévaluation compétitive. Mais c'était ça. Et l'autre incompréhension, c'est sur la croissance. On a un pays on a deux Chines.
On a, y compris géographiquement d'ailleurs, mais déjà économiquement. L'ancienne Chine industrielle, manufacturière, l'atelier du monde. Et qui puis, décroît. Qui décroît et qui accepte de décroître et qui accepte de passer la main au Bangladesh, au Vietnam, parce que, bien à côté de ça, ils augmentent les coûts de salaire, les coûts de manœuvre, les salaires, dont le pouvoir d'achat des classes moyennes. C'est l'objectif de doper la consommation, mais ça veut dire qu'ils sont moins compétitifs en termes de salaire, ils le savent très bien, c'est tout à fait assumé. Et à côté de ça, il y a l'autre Chine, la consommation, le e-commerce, l'assurance vie, la santé, qui est en train de se développer très rapidement. La consommation, au sens large, je crois, entre 8 et 12% par an. Et là, alors l'Internet, hein, vous connaissez bien, vous investissez dans ce secteur, ça va très très vite. C'est-à-dire c'est des gens qui passent quand même d'une économie agraire très traditionnelle à maintenant de la livraison par Internet. Vous me disiez, ils vont plus vite que même en Europe. C'est-à-dire ils utilisent déjà des drones, des technologies incroyables. Ça va extrêmement vite. Ça va extrêmement vite. En effet, ils passent de A, enfin, ils sautent les étapes, et comme ils ont fait un petit peu, comme ont fait certains pays émergents sur le téléphone. Aujourd'hui, c'est le plus gros marché au monde de e-commerce, donc ils sont passés devant les États-Unis. Ce premier semestre, on se posait des questions sur la Chine, est en train de ralentir, qu'est-ce qui se passe, rien ne va plus. Le e-commerce est plutôt sur une tendance à peu près de 500 à 600 milliards, on verra à la fin de l'année, mais en tout cas sur le premier semestre, on a eu des chiffres de 250 milliards sur 6 mois, en hausse de 48%. Plus 48% en 6 mois, c'est énorme. Alors on l'avait vu surtout le fameux 11 novembre, c'est le jour des célibataires, hein, parce qu'il y a 4 fois le chiffre 1, c'est l'occasion de faire des cadeaux en Chine, et on a vu les chiffres astronomiques d'Alibaba, c'est plus de 70 milliards de dollars en une seule journée. Ça va très vite et on est sur des croissances encore plus fortes chez JD.com cette année, mais qui partaient d'un peu plus bas. Mais en effet, non seulement des chiffres très élevés, mais en plus des croissances à 2 chiffres, plus 45% sur JD.com sur cette journée-là. Donc oui, ça va vite parce que c'est ce que dit Jack Ma, c'est plus une mode, enfin ce n'est pas une mode en Chine, c'est un mode de vie. Donc ils sont en train de rentrer dans un monde de vie e-commerce. Il faut comprendre que le commerce traditionnel est beaucoup moins développé dans les villes moyennes. Quand on va en Chine, on va à Shanghai, Pékin ou autre, et on voit des boutiques quartiers à peu près partout. Mais il faut aller dans les villes moyennes chinoises, 500 000, 800 000 habitants, et il n'y a pas grand-chose. Donc en fait, ils utilisent le e-commerce. Un autre pan d'activité qui marche bien, c'est évidemment la santé. C'est une population qui, comme chaque population, vieillit. Et ça va sûrement poser un problème dans quelques décennies. Il commence à l'adresser. Là aussi, vous êtes positionné sur ce secteur, c'est quelque chose sur lequel on peut miser aujourd'hui? Oui, alors on a un peu plus de 15% du portefeuille sur l'e-commerce en Chine, la santé on a à peu près 4%. Oui, vous le voyez à l'écran, plus 12% de croissance par an entendu les prochaines années. On a en plus un marché qui est complètement en train de se réorganiser. On avait un marché qui était ce qu'on a pu connaître il y a quelques décennies en Europe et même poussé à outrance, c'est-à-dire des médecins qui étaient très peu payés, avec des salaires assez bas, des laboratoires qui utilisaient toutes les possibilités, en particulier les cadeaux directs pour inciter les médecins à acheter des médicaments, ce qui évidemment n'est pas du tout souhaitable. Ce système-là poussé à l'outrance, ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière. Aujourd'hui, l'ensemble de la distribution est en train de se réorganiser. La e-santé, qui représentera à peu près cette année 3 milliards, est attendue à 100 milliards d'ici 5 ans. 100 milliards x 30. Donc là aussi, la e-santé risque d'aller très très vite, mais sur la santé plus traditionnelle, là on a une vraie révolution des modes de distribution, une explosion de la consommation, et puis malheureusement, il faut le dire, une explosion de cette consommation qui est liée à toutes ces évolutions, mais qui est aussi liée à la pollution, qui est une thématique très, très forte en Chine. Vous avez vu qu'on a eu une alerte rouge pour la première fois. Pour la première fois, on a eu une alerte rouge à Pékin cette semaine. Cela n'est plus caché. Pour tous ceux qui sont allés en Chine récemment, vous le voyez bien, ça devient de plus en plus irrespirable. Alors, juste quand même expliquer un mot. Les alertes sont en train de se multiplier en Chine. Ce n'est pas tellement que la pollution a explosé ces 6 derniers mois, c'est qu'ils ont massivement baissé les seuils. Donc ils étaient à des niveaux de seuil d'alerte qui étaient des dizaines de fois supérieurs à ce qu'on peut avoir en Europe, évidemment à Paris. Là, ils sont juste 10 fois supérieurs aujourd'hui. Donc, ils ont largement divisé les seuils. Évidemment, ça sonne plus souvent. Donc il va falloir s'attendre à avoir des alertes pollution plus fréquentes, mais ça pèse sur la santé. Voilà, donc e-commerce, le secteur de la pollution, le secteur de la santé, des secteurs qui explosent en Chine. Du coup, ça donne envie effectivement de revenir sur les émergents. Et si on veut y revenir, justement, il y a un véhicule que vous proposez. On en parle dans un instant dans Un Gérant. 3 questions, le fonds de Gemway Asset. À tout de suite. Merci.